Marie-Louise me demanda ce que je comptais faire. Je répondis que je n'avais encore songé qu'à venir la consoler. Elle parut embarrassée et elle ajouta: Je tombe au père demain matin et je serai bien aise de le voir seul. D'ailleurs, comme il ne vous connaît pas, je crains qu'il ne soit gêné devant vous. Je l'assurai que je n'étais venue à Rambouillet que dans l'espoir de lui être utile en quelque chose, que je n'avais consulté que mon cœur et que, ne pouvant lui être bonne à rien, je repartirai le lendemain de bonne heure pour rejoindre ma mère qui me désirait vivement. Après cette explication, elle parut se mettre à son aise. Vous êtes plus heureuse que moi, me dit-elle. Personne ne vous a abandonné, et moi, à peine ai-je un service d'honneur. Ce qui l'agitait le plus, cependant, c'était l'idée de voir son père le lendemain. Je ne concevais pas d'où pouvait naître un si grand trouble. Et je cherchais à la rassurer lorsqu'elle me dit: Ah, monsieur, croyez-vous que mon père veut me forcer d'aller à l'île d'Elbe? Je restai, je l'avoue, dans un étonnement que m'ôta la force de répondre: Comment? C'est la même femme qui ne pouvait pas quitter l'empereur un seul jour et qui avait confondu tous mes raisonnements par l'apparence de l'affection la plus vive, car je ne comprenais pas cet amour excessif pour un homme qu'il était naturel d'admirer, mais qui me semblait élevé comme elle, dans ses opinions si opposées, difficiles à une jeune personne d'aimer. Des passions! Sa conduite pendant tout le temps de l'Empire m'avait cependant persuadé le contraire. J'avais fini par croire qu'il ne rentrait pas de politique dans toutes les démonstrations de ses sentiments. À quel moment était-je désabusé? C'était donc le courant qu'elle regrettait. Ces souffrances de me propre n'avaient plus d'intérêt à mes yeux. Je me sentais plus nécessaire à ma mère, dont le cœur était brisé par la souffrance de l'homme qu'elle avait toujours aimé, avait seul besoin de mes soins. Aussi, je ne pensais plus qu'aller à la rejoindre. En effet, le lendemain matin, j'ai quitté l'impératrice en lui faisant mes adieux. J'étais bien moins ému que je ne l'étais en arrivant après d'elle. Sur la route, à quelques lieues de Rambouillet, j'ai rencontré l'empereur d'Autriche et M. de Malignec, seuls dans une petite calèche découverte. Chapitre 13. À une heure, j'entrai à la maison, tenais de voir le cul rempli de Cosaques et tout le monde en mouvement. J'en demandai la raison. On me dit que ma mère se promenait dans le jardin avec l'empereur de Russie. J'allais les rejoindre et je les rencontrai près de la serre. Ma mère, heureuse et surprise de mon arrivée, m'embrassa avec tendresse et lui dit: Voilà ma fille et mes petites fils. Je vous les recommande. Elle quitta les bras de l'empereur qui me l'offrit aussitôt, sans nous être à peine regardés, sans nous être dit un mot, ni l'un ni l'autre. Nous nous trouvâmes ici, l'empereur, Alexandre et moi, seuls, à quelques pas de tout le monde, assez embarrassé de commencer l'entretien. Ma position était difficile, quoique depuis longtemps j'eusse entendu dire beaucoup de bien de l'empereur de Russie, même pas l'empereur Napoléon, et que j'eusse eu autrefois un grand désir de le connaître. Ce n'était pas le moment de l'exprimer. Un froide réserve était le seul sentiment que j'ai dû montrer en présence du vainqueur de mon pays. Et si ne me parler de la visite que je venais de faire à l'impératrice Marie-Louise, je crois que je serais demeuré sans trouver un mot à lui dire. Heureusement, cette conversation contrainte ne fut pas longue. Nous arrivâmes au château, où ma mère et mes enfants viendront nous rejoindre, et avec son amabilité ordinaire, ma mère, mieux que moi, fit tous les frais de la conversation. L'empereur déplora, avec l'accent de la vérité, le malheur de la guerre, et nous assura que, sans aucune vue personnelle, son unique ambition était d'arrêter l'effusion du sang. Cette manière de sentir était du moins une consolation offerte à mon cœur.
dans l'état de déchirement où se trouvait la France, je lui en sucré, mais j'ai gardé le silence. Il caressa beaucoup mes enfants et me dit: que voulez-vous que je fasse pour eux? Permettez-moi d'être leur chargé d'affaires. Je lui répondis que je les remerciais, que je ne désirais rien pour mes enfants, mais que j'étais sensible à son intérêt. Il partit et je fus grondé par ma mère de l'heure deux fois deux que je vais eux. Je lui fis remarquer combien il était déplacé de montrer de l'empressement un homme qui venait de déclarer l'ennemi personnel de l'empereur, qui venait bouleverser l'existence de mes enfants et celle de la famille dont je portais le nom. Je n'osais pas mêler la France à mes regrets en voyant que, de toutes parts, on semblait se féliciter comme un bonheur d'avoir vu couler l'Empire, que chaque jour des adresses nouvelles venaient de tous les points du royaume. S'identifier aux actes faits à Paris et que tant de voix semblaient saluer la restauration comme une ère de délivrance. Moi, j'étais dans ce qui concernait ma fortune personnelle touchée de ces grandes rêveurs, et moi, il m'était cependant permis de montrer cette tranquillité. Le monde n'aurait pu me comprendre dans sa légèreté à me juger. Il m'aurait cru fausse, puisque je devais être affligée du bouleversement de ma position, et qu'étant des déplorables événements me donnions des si justes causes de l'être. J'avais peu d'efforts à faire pour le paraître, et mon devoir était de ne m'abaisser en rien. J'éprouvais encore de la gêne et du malaise en entendant accuser l'empereur d'avoir retardé par sa faute une paix si désirée, tandis que ces étrangers Napoléon qui de rétablir ce pays. C'est nécessaire à l'humanité et prodigieux à la France les magnifiques promesses de liberté et de bonheur. J'étais jalouse de leur voir jouer un beau rôle. J'étais bien loin d'imaginer alors que leurs paroles de liberté et de bonheur n'étaient qu'un pas trompeux, et que les pauvres peuples si confiants allions se trouver plus enchaînés qu'auparavant. Je n'entre pas dans les détails de l'abdication, je n'examine pas la conduite de ceux qui la conseilleront, qui l'exigeront. Je parlerai seulement des hommes qui conserveront un noble caractère jusqu'à la fin. Se feront plus particulièrement le maréchal MacDonald et le duc de Vincennes. Ces derniers se fit honneur par les gouvernements qui mit à stipuler les intérêts de l'empereur et sa famille. Il m'écrivait une lettre peu m'instruire de ce qu'il avait fait en ma faveur dans le traité de Fontainebleau, en séparant mon sort de celui de mon mari et en me réservant mes enfants, ce qu'il avait fait approuver à l'empereur Napoléon. Voici sa lettre. Madame, votre majesté conserve ses enfants. Elle reste au milieu de ses amis, tout ce qu'elle aime est aussi convenablement traitée que les circonstances le permettent. J'ai été si heureux de pouvoir contribuer à des arrangements qui lui plairont que je veux être le premier à les lui annoncer. Votre Majesté connaît notre dévouement de famille. J'ose espérer qu'elle y compte qu'au milieu des malheurs que l'affliction comme nous, elle croit à nos sentiments d'attachement et de respect. J'y suis. Caulaincourt, duc de Vincennes, Paris, ce 11 avril 1814. Il m'envoya en même temps une copie de l'article du traité qui me concernait et ainsi conçu. Il sera réservé dans les pays où l'empereur renonce pour lui ou sa famille des domaines ou donner des rentes sur des grands livres de France produisant revenus annuels nets et déductions faites de toutes charge de 2 500 000 francs. Ces domaines aux rentes appartiendront en toute propriété et peuvent en disposer comme bon leur semblera. Aux princes et aux princesses de sa famille seront répartis entre eux de manière à ce que les revenus de chacun soit dans la proportion suivante à madame mère.
300 000 francs au roi Joseph, 500 000, au roi Louis, 1200 000, à la reine et ses enfants, 400 000, roi Jérôme à la reine, 500 000, à la princesse Elisa, 1300 000, à la princesse Pauline, 300 000. Il sera donné au prince Eugène vice-roi d'Italie un établissement convenable hors de France. L'impératrice Joséphine conservait 1 million qui devait retourner après elle à la couronne. Tous ces arrangements semblaient devoir m'assurer une indépendance et une tranquillité que je n'avais jamais connue. Ma mère espérait que je ne la quitterais pas. C'est le seul point qui fut indécis. Comme elle vivait depuis quelques années retirée de la queue, tout qu'elle ne poussant inconvénient rester en France, cela devenait plus difficile pour moi. Quitter ma patrie était une idée que je vais embrasser dans le premier moment avec courage, mais qui, lorsque je songeais de 5 fois, me paraissait le sacrifice le plus pénible à faire. Mais je n'osais lui en parler ni à penser moi-même.